Salut à tous et bienvenue sur Casa. Milan, le Milan jouait l'Udinese à domicile en début de soirée et comme à Salerne, le match s'est conclu sur un nul, un but partout. Ouverture du score de Leao dans les 6 mètres sur passe de Tonali, égalisation d'Udogie à la 66e, Udogie qui avait mené les U17 italiens en finale du championnat d'Europe 2019 après son but décisif contre l'équipe de France. À mes côtés aujourd'hui, Aristide et Erco, salut à vous. Salut. Aristide, on prend les mêmes, on recommence et ça fait 4 points de perdus en 2 matchs malgré un classement toujours très honorable. Effectivement, 4 points perdus contre la Salernitana et l'Udinese. Je t'avoue qu'avant ces deux matchs, je pensais qu'on prendrait justement au moins 4 points plutôt que d'en prendre 2. Ça vraiment, encore si on avait gagné aujourd'hui, on aurait pu dire qu'on bonifie un peu nos matchs de février. Là, c'est vrai qu'on se demande à quoi servait la victoire face à l'Inter, à part peut-être une victoire de prestige, mais voilà, ce soir, les comptes sont pas bons. J'ai l'impression, pour ma part, d'avoir vu le même match contre l'Udinese depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on se tape les mêmes matchs contre cette équipe, qui doit être l'équipe que je déteste le plus en Serie A, de par son jeu, de par son agressivité. Je trouve qu'il y a vraiment rien dans cette équipe. Ça joue pas au foot, ça refuse le jeu. Enfin, moi personnellement, c'est tout ce que j'aime pas. Et voilà, c'est comme, enfin, au match aller, il y avait eu 1-1 avec un but miraculeux, je crois, d'Ibrahimovic sur une retournée dans le temps additionnel, ou presque. Et ben, il y a encore 1-1 aujourd'hui, sauf que cette fois, c'est Milan qui a ouvert le score avec une sublime passe de Tonali pour une fois n'est pas coutume, un but de Leao qui se déjoue du marquage adverse. Beau but Et d'ailleurs, parce qu'il faut le faire le très beau contrôle. but. Et oui, très bon contrôle et plein de malice. Hein. C'est un but où il s'appuie un petit peu. J'ai cru, je t'avoue, j'ai cru qu'il aurait eu qu'il allait avoir la VAR parce que je pensais que la main était un peu trop appuyée. Mais en fait, finalement, non, il est plein de malice. Il joue de son corps, il joue un peu avec son bras pour prendre les devants sur le défenseur adverse. Très beau but, très belle passe décisive. On se dit qu'on a fait le plus dur, mais comme d'habitude, on arrête de jouer au début de la seconde mi-temps. On arrête complètement de jouer. Pendant 20 minutes, l'Udinese qui est très faible techniquement est quand même dans notre camp. Pioli vraiment tarde à faire ses changements pour moi parce que dès que l'Udinese a fait ses changements à la 50-55e, ils ont commencé vraiment à dominer. Et voilà, c'est le maker Serebic sont rentrés pour moi 5-10 minutes trop tard. Et d'ailleurs, dès qu'ils sont rentrés sur l'action où ils rentrent, il y a une touche pour l'Udinese et ça fait but à la fin. Et après, on savait très bien que de toute façon, Giroud sorti, ça allait être très compliqué de marquer parce que on sait très bien que Leao en seconde mi-temps, souvent, il tire un peu la langue. On sait très bien que Giroud, c'est un de nos seuls finisseurs. Donc, moi, je voyais bien 1-1 après le but de l'Udinese. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis un peu déçu du résultat, mais j'ai quand même l'impression, comme je l'ai dit au début, que j'ai déjà vu ce match une vingtaine de fois contre cette équipe depuis une dizaine d'années maintenant. Alors l'Udinese refuse peut-être le jeu, mais les occasions sont de leur côté. À la 41e, il y a une tête de Beto sur Maignan, à la 59e, il y a une frappe d'Arslan du gauche qui frôle le poteau de Maignan, et à la 93e, dans les arrêts de jeu, donc il y a la parade de Maignan sur frappe de Deulofeu. Côté Milan, à part le sombrero de Léo sur le gardien, et ensuite la défense prend le dessus, la défense de l'Udinese à la 77e minute, on peut pas dire qu'on ait réellement mis le gardien d'Udinese à contribution. Erco, c'est vrai qu'on voit les matchs, qu'on déplore à la fois le niveau et souvent les scores, mais on est toujours en tête, alors on se demande encore comment c'est possible. Ouais, on est virtuellement en tête pour le moment. Maintenant, ça peut très vite changer, même ce week-end, et surtout avec l'Inter qui a un match en moins. Mais après, dire que l'Udinese a bétonné, je suis pas vraiment d'accord. Un petit peu en première, mais c'est surtout dû à l'incapacité du Milan de réussir à enchaîner les attaques. Ça fait, je pense qu'on a déjà vécu des mauvais matchs cette année-ci, mais là, ça fait quelques matchs qu'on n'arrive plus à enchaîner 2-3 passes. On a un niveau technique qui est devenu catastrophique. On appuie beaucoup trop le jeu sur les AO. C'est vraiment devenu systématique. Le jeu penche beaucoup trop à gauche. À droite, il n'y a absolument rien. On a un meneur de jeu qui n'en touche pas une. Dans le système de jeu, c'est important aussi. Il y a des changements qui sont tardifs et des changements qui sont incompréhensibles. Puisque le changement de Giroud, pour moi, n'a rien apporté. Il n'aura pas dû être. En tout cas, pas à ce moment-là du match. C'était le seul joueur qui était capable de faire des petites déviations ou de faire des appels intelligents donc dans le rectangle. C'est le seul joueur qui avait un impact aérien. Voilà, il n'y a pas que ce changement-là qui n'a pas été bien géré. Mais on n'arrive pas non plus, je trouve, à enchaîner des attaques rapides. Les contre-attaques sont devenues vraiment très très lentes. On doit jouer en 2, 3, 4 touches de balle. Il y a beaucoup de déchets dans les passes. Il y a beaucoup de ballons qui arrivent derrière le jeu au lieu d'aller devant. Ça Alors que aussi, les ça fait perdre du contre-attaques temps. d'Udinese étaient beaucoup plus fulgurantes. Ah, t'es beaucoup plus fulgurante. Il faut souligner aussi la bonne prestation de Dofeu, qui a quand même, je vais pas dire mis à mal de Milan, mais qui a fait une prestation très propre
avec son numéro 10. Donc Il est toujours aussi perso quand même. Hein. Ah, il est toujours aussi perso, mais je trouve qu'il a quand même gagné un petit peu en finesse quand même. Je trouve qu'il a quand même fait pas mal de mal à l'équipe, parce qu'il joue à gauche, dans l'axe ou à droite. Il a toujours été assez percutant. Maintenant, c'est son rôle un peu qui veut ça. Tu peux pas reprocher à un joueur comme lui ou même à Léao, comme ça, d'être personnel. Donc, c'est bien, voilà, c'est des joueurs comme ça qui attendent des coups de génie pour marquer des buts. Donc, si tu leur donnes des limites, ça n'ira pas non plus. Donc, je pense il a fait notamment un bon match, mais c'est dû aussi, je trouve, à un manque d'impact dans le milieu de terrain. Que je trouve que Kessie a quand même vachement diminué son niveau de jeu. Je peux pas dire qu'il est mauvais, mais il nous a habitués. Il avait fait une grosse saison la saison passée. Et le niveau qu'il a cette année-ci, il a des années-lumière et était correct, mais son impact physique, la vitesse qu'il apportait, même ses changements de rythme ou ses changements d'aile, il ne les a fait plus du tout. C'est devenu un joueur lambda totalement prévisible. T'as plus l'impression d'avoir un tank qui roulait sur le terrain, t'as juste un joueur qui est là à son poste, qui doit faire ce qu'il fait, comme Krunic pourrait très bien faire. C'est frustrant parce je trouve que depuis certains temps, on a quand même quelques joueurs qui sont vachement en deçà de leur niveau de jeu réel. Et ça fait perdre beaucoup aussi à l'équipe. Et comme je dis, et aussi l'insistance actuelle, en tout cas, de Pioli, de miser sur Messias. Je trouve ça un peu frustrant parce que, loin de là de moi de dire que Salamaker c'est un phénomène, au contraire. Mais au moins, il y a quand même cet impact, en tout cas, d'agressivité, de vitesse et d'appel de balle, en tout cas, et donc qui sont là, parce que je trouve que Messias, en plus d'être assez limité techniquement, il n'a pas de coup de rein et d'accélération pour jouer à ce poste-là. Je ne sais même pas ce qu'il fait sur un côté. Pour moi, il devrait plus jouer dans l'axe, mais dans une équipe de bas de tableau. Il apporte rien. Il a une bonne mentalité. J'ai pas envie de taper dessus parce que c'est pas de sa faute s'il en est arrivé là. Mais c'est quand même triste de faire des changements. C'est Makers, Messias, Makers, alors qu'on doit arriver à avoir un grand joueur à ce côté-là. Et ça nous rend totalement prévisible et ça nous empêche aussi de jouer. Il y a tellement encore d'erreurs de recrutement qu'on est encore en train de payer maintenant que ça va être compliqué maintenant d'enchaîner la saison. Même si on a eu beaucoup de chance que nos concurrents ont perdu aussi bêtement des points, mais ça ne va pas durer éternellement. Il faut absolument essayer de trouver une solution au moins pour terminer la saison. Et pour avoir même peut-être misé tout sur le championnat et réussir enfin à gagner nos gros matchs, puisqu'on ne peut pas attendre le retour d'un joueur de 40 ans pour pouvoir faire des miracles. Sinon, l'année prochaine, je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, faut absolument rectifier les tirs, refaire une formation un peu cohérente, reprendre des bases solides, voire peut-être réenvisager le milieu à 3, puisque le meneur de jeu, comme il n'est pas là, va peut-être tenter Tonali, Cassier, Benasser, ça pourrait très bien marcher. Mais il faut faire du changement, parce que l'équipe n'arrive plus à avancer, elle n'arrive plus à jouer. On a quand même subi quand même pas mal d'occasions contre une équipe qui est que de réputation fort défensive. C'est quand même un synonyme de quelques questions à se poser. Donc j'espère que ça va changer, mais il faut faire quelque chose en tout cas assez rapidement pour éviter de tomber dans une crise qui pourrait être quand même assez inutile à ce moment-là de la saison. Bon Aristide, je n'ose parler d'homme du match une nouvelle fois. As-tu un point positif côté milaniste ce soir? C'est pas facile parce qu'encore en première mi-temps j'en avais un clairement, mais il a fait une très mauvaise seconde mi-temps. Je vais quand même mettre par défaut, hein, encore et toujours Léao. Pourquoi? Parce que son but est très beau, parce qu'il est quand même souvent passé sur son côté gauche malgré les tacles parfois assassins de certains joueurs. Je me demande comment le joueur de l'Udinese en fin de première mi-temps prend pas jaune alors qu'il a les deux pieds décollés quand même. Ouais, Léao, alors il a même pas fait un bon match parce que cette mi-temps est très moyenne, mais bon, disons que c'est lui qui nous débloque le match, et comme dit Arco, la lumière vient que de lui, quoi. Donc à un moment, j'ai pas envie de taper dessus non plus. Erco? Oui, j'aurais pu mettre Léo aussi pour son but. Et bon, même s'il a été quand même pas mal matraqué aussi dans le match, donc voilà, il a quand même bien tenté. Mais je trouve que Tonali n'est quand même pas mal sorti non plus. Je trouve que c'était peut-être un de ceux qui est sorti du lot, de ceux qui a justement mis l'impact d'agressivité qui manquait un petit peu. Il n'a pas été en réussite offensivement aujourd'hui, surtout en deuxième mi-temps. Mais l'envie était là, il a récupéré quand même pas mal de ballons assez importants. Donc je trouve qu'il a apporté un minimum d'équilibre à l'équipe. C'est peut-être oui, le seul je ne vais pas dire survolé, parce que ce serait un bien grand mot, mais en tout cas qui a fait une performance un peu digne d'un match de Serie A en tout cas. Je l'ai parfois trouvé isolé dans l'entrejeu, c'est-à-dire qu'il lui arrivait de récupérer des ballons, d'avoir 3 joueurs adverses autour de lui et personne à qui donner le ballon. Ça devait pas être facile comme situation, mais Aristide peut réagir. Oui, sur Tonali, justement, c'est marrant qu'Arco en parle parce que quand j'ai dit juste avant de nommer Léao que j'avais trouvé
un joueur qui avait fait une super deuxième mi-temps et une très mauvaise deuxième, bah, je pensais justement à Tonali. Moi, alors j'ai peut-être pas vu le même match, hein, mais moi, je l'ai trouvé vraiment très bon en première mi-temps. Et par contre, en seconde mi-temps, je trouve que si on a pris l'eau les 25 premières minutes, Tonali n'y était vraiment pas pour rien, quoi. Je l'ai trouvé en dedans physiquement, toujours en retard, à faire des fautes, à perdre même des ballons alors qu'il en perd très très peu. Vraiment. Moi, je l'ai trouvé vraiment mauvais en seconde mi-temps, donc voilà, c'était un peu pour répondre à l'opinion d'Erco là-dessus. Eh ben justement, tu vas parler directement de ton point négatif, ton point noir. Quelle fut la grosse déception? Alors peut-être que c'est Tonali ou peut-être en as-tu une autre. Ah non, 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 parce que Tonali au moins a eu le mérite de faire une bonne première mi-temps. Mais par contre, oui, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire, depuis quoi? Depuis octobre, moi j'ai trouvé Diaz insignifiant aujourd'hui. Je trouvais il a raté tout ce qu'il a entrepris, même des passes qui sont censées, enfin, qui sont censées être simples. Sur 5-6 mètres en une touche, bah, soit il les met trop en arrière, soit il les met trop en avant, soit elles sont trop molles. Il est rarement dans le bon tempo, c'est quand même gênant pour un numéro 10 de faire d'avoir autant de DG techniques, quoi. Donc en plus quand t'as pas le physique, t'as pas la technique, il te reste plus grand chose. Donc ouais, aujourd'hui Diaz c'est vraiment c'est un peu comme Akan Çalhanoğlu l'année dernière, c'est un bon match sur 5 sur 6 quoi. Donc c'est plus possible. Encore que Akan au moins avait le peu de mérite qu'il avait, c'était qu'il se faisait pas bouger à chaque contact non plus, même si c'était quand même un peu compliqué enfin, épaule contre épaule, c'était quand même un peu mieux que Brahim Diaz. Si Brahim Diaz n'apporte pas plus, honnêtement, je vois pas. Faut vraiment qu'on ait quelqu'un à ce poste-là. Et d'ailleurs, j'étais content de l'entrée de Maldini à la 83, 84e. J'étais heureux de se faire rentrer, mais aussi surpris. Mais bon, enfin après Pioli aurait dû faire ça il y a plusieurs matchs déjà, parce que quand on voit le niveau de Diaz depuis septembre, octobre, on va dire, Maldini aurait déjà dû avoir plus de temps de jeu. Bon, je suis content que là qu'il rentre, et j'espère qu'il va rentrer dans les matchs à venir, parce que c'est vrai que le niveau de Brahim devient vraiment préoccupant. Maldini qui a eu effectivement ces 7 minutes, alors c'est une fois tous les 3 mois, donc c'est pas facile pour se mettre en évidence, c'est pas facile pour la confiance également d'un jeune, hein. Maintenant je trouve qu'il manque parfois de vivacité, j'ai déjà remarqué ça chez lui, il va Oui. falloir qu'il ait un peu plus de mordant, de tranchant, il va falloir qu'il muscle son jeu comme disait Jacques jadis, mais on aimerait en effet le voir plus souvent, et puis comme je dis, les jeunes ont toujours des passes droits, on a bien vu Tonali l'année dernière, on en a vu d'autres, même Léao à son arrivée, hein, on sait que ça progresse avec le temps, donc il faudrait lui qui bénéficie de davantage de temps de jeu. On va voir quelle est la déception d'Erco. Bah, juste pour terminer sur Maldini, c'est bah tu as dit en fin de phrase, je trouve que il manque surtout de rythme, c'est compliqué d'avoir un impact justement au niveau de la vitesse quand tu joues 5 minutes tous les 5 matchs. Donc j'espère aussi avoir qu'il y aura un peu plus de temps de jeu, mais sinon pour ma déception, oui, pour moi c'est évident, l'homme le plus mauvais du match, c'est bien Diaz. Ça fait plusieurs matchs qu'on en parle, il a vraiment atteint un niveau de jeu qui est vraiment devenu horrible. Ça fait pourtant voilà, il avait quand même une certaine un niveau technique quand même qui était assez élevé. Il lui manquait juste le dernier geste, une certaine vision du jeu pour son poste. Mais là, même techniquement, il n'enchaîne plus. Limite, il n'arrive même plus à faire un contrôle correct. Il n'arrive plus à dribbler un joueur. La seule fois où il a réussi à faire, ça a mené à une occasion qui aurait pu être dangereuse. En tout cas, ça a amené rapidement près d'un rectangle adverse. Et c'est la seule fois du match où il l'a fait. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a une certaine importance à ce poste-là dans ce schéma tactique. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à assumer le numéro qu'il y a derrière son dos. C'est vraiment impactant parce que je trouve on a vraiment aussi un manque à ce niveau-là. Et offensivement, comme on l'a dit, si on a 15 joueurs sur 4, bon, sans vouloir taper sur Giroud parce qu'il est peut-être un peu esselé devant, mais c'est frustrant parce qu'on sait bien qu'il y a des qualités. C'est clairement, pour moi, c'est clairement moral parce que les qualités, on les connaît, on sait très bien que techniquement, il vaut bien plus que ça. On sait que c'est un joueur qui est capable d'avoir un impact aussi technique sur l'équipe, qui n'apporte pas. Je ne sais pas c'est dû à quoi, parce qu'il a quand même la confiance du coach, il a l'air d'être en bonne forme physiquement, on n'a pas eu de grosse blessure récemment. Il cale pour l'instant, ça fait peut-être partie de sa mentalité, il n'est peut-être pas fait pour jouer régulièrement comme ça au haut niveau, je ne sais pas, mais ça pose quand même problème, surtout que c'est peut-être pour ça aussi que Real Madrid l'a prêté, parce qu'il n'a peut-être pas non plus il ne croit peut-être pas en Diaz comme Milan a cru en lui. C'est peut-être une de ces raisons. Maintenant, c'est vachement trop tôt pour en parler. Ça se trouve, il va peut-être me faire mentir au prochain match. Mais pour le moment, je trouve qu'il a vraiment un gros problème mental. Je pense qu'il est très faible à ce niveau-là et qu'il doit se reprendre rapidement. Sinon, parce que au niveau mental, ça demande quand même beaucoup de sacrifices et il faut qu'il soit prêt à ce niveau-là. Je pense que pour le moment, il ne l'est pas. Abordons à présent les mentions particulières qui sont sans doute négatives ce soir, Aristide. De qui n'as-tu pas parlé? Bah, j'ai pas parlé de Messias ce soir, mais je voulais faire un petit aparté. Alors,
pas que sur ce match, mais plus globalement. Bon, je pense qu'on a compris. Ça fait maintenant 2-3 mois qu'il est là, Messias. Il y a eu des beaux buts le beau but face à l'Atlético Madrid, notamment en Ligue des Champions. Il y a eu peut-être un ou deux autres buts, mais dans le jeu, c'est tellement pénible que Et tu franchement. m'expliques, excuse-moi, tu m'expliques pourquoi il a plus de temps de jeu que Maldini? Bah, ah ouais, ça. Bah, je Ah ben sais pas. qu'a-t-il Écoute, démontré de plus que Maldini finalement? bah, je pense que l'âge, je vois Ah que bah oui, ça, bon ça l'âge c'est et pas une, l'expérience. c'est pas une raison suffisante. Ah oui, non, mais je dis pas que c'est une raison suffisante, mais bon, là, j'ai l'expérience en Serie A, je vois que ça. Et puis bon, peut-être que si, je pense que Pioli croit un peu plus en Brahim Diaz au poste de numéro 10 qu'il croit en Selmaker sur l'aile droite. Je vois aussi ça. Ce qui fait que c'est plus facile de mettre finalement, de mettre Selmaker sur le banc plutôt que mettre Diaz directement sur le banc. Du moins, j'ai l'impression. On voit que effectivement Pioli accorde énormément de crédit à Brahim, hein. À chaque fois que Brahim fait une passe que Milan arrive à gagner à la fin du match, les deux se sautent dans les bras. C'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a quand même vu beaucoup de fois cette saison, notamment au derby, hein, sur le premier but de Giroud, entre Pioli et Brahim Diaz, ils se sautaient dans les bras. Mais voilà, ils s'entendent très bien et bon, voilà, je pense que ça peut expliquer aussi. Et du coup, voilà, bon, pour en venir à Messias, moi, honnêtement, bon, je suis pas un grand fan de Selmaker, c'est ça, tout le monde le sait. Mais voilà, je pense qu'il serait temps de remettre le Belge titulaire à droite en attendant d'avoir quelqu'un cet été. Parce que Messias, ce qui me gêne le plus, en fait, chez lui, c'est que, contrairement, vous voyez, un Krunic qui compense, en fait, son manque de technique ou parfois de physique même par, je trouve, une intelligence footballistique plus que correcte, voire même bonne. Bah, Messias, il a même pas ça, en fait. Je trouve que en termes d'intelligence de jeu, c'est proche du néant. C'est vraiment proche du néant. Donc, quand t'es pas physique, quand t'as pas d'accélération, comme disait Arco, quand t'es pas technique, et quand en plus t'as pas la, voilà, t'as pas de, enfin voilà, t'es pas intelligent footballistiquement. Je dis bien footballistiquement. Il te reste rien, et je trouve que voilà, Messias, il a même pas ça, quoi. Il joue souvent perso. Dès qu'il fait un centre, c'est au troisième poteau. Dès qu'il faut accélérer, il ralentit le jeu alors qu'on est en pleine contre-attaque. C'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Et c'est vrai que là, je l'avais pas critiqué en ce dès qu'il est arrivé, parce que je me suis dit qu'il y a l'acclimatation, puis il est arrivé hors de forme, puis voilà et compagnie. Maintenant, ça fait 3 mois. Bon, on a vu à peu près ce que ça donnait. Basta. Il faut que le Belge retrouve son poste, soit titulaire sur l'aile droite, parce que je trouve qu'il apporte, même si en finition c'est une catastrophe, souvent c'est le Makers, je trouve qu'il apporte quand même vraiment autre chose, ne serait-ce que défensivement, et même sur le côté avec Calabria, ça s'entend beaucoup mieux. Donc, et puis Selmaker, ça arrive quand même à faire des différences en 1v1, ce que fait trop rarement Messias. Donc, vivement que le Belge retrouve sa place de titulaire, s'il la retrouve évidemment. Alors qu'on s'entende bien, je réclame pas la titularisation régulière forcément de Maldini, c'est pas mon propos. Je dis simplement qu'entre 7 minutes tous les 3 mois d'un côté et puis de l'autre un Messias qui joue titulaire à tous les matchs, il y a un fossé énorme et qu'à minima il faudrait réduire ce fossé. C'est pas normal, vu les prestations de Messias, franchement Maldini devrait plus jouer, c'est évident. Erco. Bah oui que c'est évident, surtout quand t'as un déficit comme ça de qualité à un poste. Quand t'es un jeune, ça va pas non plus. Justement, ça lui enlève de la pression, il aura peut-être envie de se montrer, donc ça peut pas être pire. Au moins, la différence, c'est que lui, il évoluera. J'ai pas envie de taper sur Messias parce que c'est absolument pas de sa faute s'il en est là. Lui, on a acheté à Croton, il vient un rêve, le gars, voilà, c'était il y a pas longtemps, ils vendent encore des modes ou des produits. Donc, et ici, maintenant, il est au Milan, il est titulaire. Donc, voilà, on peut pas lui en vouloir de ça. Le problème, c'est que moi, j'en veux, c'est à la direction d'avoir recruté un gars de 30 piges passées qui a aucune expérience, même puisque allez, en Serie A, il y a 2 ans d'expérience maximum, il y a 30 ans passés. À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de recruter ça? Moi, je préférais encore Castillero qui avait au moins la vitesse quand même pour lui que Messias n'a pas. Donc non, je ne peux pas lui en vouloir à lui. Donc pour moi, la note négative de ce match, en tout cas, je trouve que c'est Rebic. Ça fait 2-3. Depuis son retour de blessure, je trouve, hormis son but qu'il a mis au dernier match, qui était un acte isolé, je trouve qu'il a attrapé un niveau quand même depuis son retour assez aberrant. Je trouve qu'il est vraiment très, très, très en dessous de son niveau. Et aussi, on parle de joueurs lourds. Pour l'instant, c'est les cas. Il n'arrive plus à avoir l'impact qu'il a. On sent qu'il a pas. Il a la niaque, mais une niaque un peu négative, à faire des petites fautes comme ça, comme il a fait directement en rentrant, se prendre une carte jaune. Il n'a pas l'air bien dans sa tête, peut-être à cause d'un manque de rythme ou de physique ou une blessure qui l'a handicapé et qu'il a du mal à retrouver, en tout cas, un niveau. Mais on sent qu'il est pas bien et je trouve que c'est dommage parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup, que ce soit en titulaire ou en cours de match. Et là, je ressens pas la niaque qu'il avait avant, un impact. Il manque clairement de quelque chose.
Et je trouve que là aussi, plutôt que de faire rentrer un Rebic, d'insister avec celui qui pour l'instant n'est pas bien justement physiquement et dans sa tête, là aussi on pourrait faire tenter aussi un Maldini. Il y a deux, trois postes où Maldini pourrait justement avoir un petit impact. Maldini ou un autre jeune, ou même dans l'axe, on pourrait même parler de Kronic qui était intéressant, mais au moins tenter autre chose que de toujours d'être prévisible dans ses choix. Je trouve que non seulement Rebic évidemment a fait une mauvaise entrée, mais je trouve que Pioli est en train de faire des choix qui me plaisent pas. En tout cas, c'est clairement subjectif. Il y a des choix qui ne tournent pas rond pour le moment qu'on est en train de payer. Je ne remets pas du tout en question le travail de Pioli, mais je trouve que sur ces derniers matchs, il a une petite part de responsabilité aussi dans les mauvais résultats. Et le fait d'insister sur des choses qui ne vont pas, de vouloir y croire, il y a un moment où c'est pas parce que tu as une bonne mentalité que tu vas faire un grand match. On est en train de payer actuellement et là, justement l'exclusion actuelle de ce Maker, c'est encore une preuve. On voit bien que quand il rentre, je ne vais pas dire qu'il y a un impact, parce que voilà, comme on dit, c'est pas Robben, mais voilà, c'est quand même meilleur. C'est quand même un niveau de, comment dire, professionnel, un niveau d'un bon joueur de football que Messias n'a pas. Et le problème, c'est que ça se paye directement. C'est déjà avec ce Makers Calabria, ça de jeu avait déjà tendance à me pencher à gauche. Mais là, encore une fois, j'insiste sur ce point-là. Mais avec Messias et Calabria qui s'entendent, non seulement ils s'entendent pas, mais Messias n'en touche pas une. Le jeu ne penche quasiment exclusivement à gauche, que dans l'axe et à droite, il n'y a rien, il n'y a aucune solution. Donc, ça rend le jeu tellement stéréotypé que le Milan devient mauvais et c'est handicapant pour les matchs, notamment contre des petites équipes comme ça qui ont envie de tout donner. Donc, dans les gros matchs qu'on va jouer contre Naples, je suis persuadé qu'on va sûrement bien jouer, qu'on est capable de faire une performance et même de gagner. Mais le problème, c'est que pour moi, les championnats, ça se gagne grâce aux points qu'on doit gagner, notamment contre les petites équipes. Et ça fait une ou deux saisons que Milan ne fait pas ça et ça se ressent directement. Même si l'année dernière a été positive, qu'on a terminé deuxième, surtout dû aussi aux concurrents qui ont été mauvais. Mais le jour où la Serie A va reprendre un niveau quand même, j'espère qu'il sera quand même proche du gratin européen. C'est bien, t'es optimiste, Erko, t'es optimiste. Tout peut arriver, donc voilà, il y a des équipes qui sont quand même intéressantes. Donc, c'est pas devenu non plus un mauvais championnat, c'est juste que les quatre premières n'ont pas la régularité, ni comment dire, peut-être, c'est pas les quatre premiers qu'il y a en première ligue. Donc, normalement, les quatre premières équipes doivent plus ou moins écraser tout le reste 90% du temps. Elles peuvent perdre des points évidemment contre des petites équipes de temps Mais en je temps. comprends pas, avec tous les excellents joueurs étrangers qu'on recrute, on devrait jouer les premiers rôles sur la scène européenne, c'est quand même incroyable ça. On a viré tous les Italiens qui sont soi-disant mauvais, on a mis des étrangers extraordinaires à leur place. Comment est-il possible? Comment est-il possible que la Serie A soit si faible? Je n'arrive pas à l'expliquer. Il n'y a pas d'explication parce que justement, tout le monde sait bien que la solution c'est d'arrêter de former des jeunes et de mettre des joueurs qui n'ont strictement rien à foutre du club où ils sont et du pays où ils sont. Évidemment, c'est ce qui fait rêver. Donc, mais plus sérieusement, oui, c'est un problème qui est systématique, qui est absolument pas sur le point d'être réglé. C'est dommage que je trouve qu'il y a encore une fois, quand tu regardes les équipes de jeunes, il y a du talent. Même au Milan, dans les jeunes, il y a du talent. Mais le problème, c'est que c'est à partir du moment où entre la Primavera et l'équipe première, il n'y a aucune transition entre les deux. Notamment, je trouve qu'un championnat de deuxième division, enfin d'équipe réserve serait une idée intéressante, comme ça dans beaucoup de grands championnats. Il y a des solutions qui pourraient être faites, mais le problème, c'est que les hautes instances justement de la Liga, pardon, sont tellement comment dire, ancrées sur leurs idées de 1920 que ça n'évolue pas. Et à partir du moment où il n'y aura pas de changement là tout en haut, il n'y aura pas de changement tout en bas non plus, et ça ne changera pas. Donc voilà, j'espère être un peu défaitiste et que c'est me tromper. Mais je vois pas, en tout cas, un changement dans la formation du club, de voir plus de jeunes dans les grosses équipes de Serie A, en tout cas, dans un avenir proche. En tout cas. Et Aristide, toujours aussi prolixe, voudrait nous parler d'un autre joueur, je crois. Oui, juste pour terminer sur, je voulais parler de Kessié parce que si on a pris l'eau aussi en deuxième mi-temps, c'est parce que Kessié, je voulais rebondir sur ce que disait Arco, mais c'est vrai que Kessié, moi je le trouve en dilettante mais totale quoi, depuis qu'on sait tout ce qu'il va pas renouveler, mais surtout depuis son retour de la CAN. Mais pourquoi il joue bah je sais pas, c'est encore une question. Mais il devrait pas poser le pied sur le terrain. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ouais, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Pioli maintenant a ses réponses, donc surtout que on a quand même Krunic, quand on fait appel à lui, souvent il répond présent. Voire même, j'ai envie de dire, un caissier comme on voit depuis 1 ou 2 mois, Bakayoko, sur le séjour qu'il a fait d'un mois, il n'a pas été si ridicule que ça par rapport à ce qu'apporte Kessié aujourd'hui. Donc il y a quand même des joueurs à faire jouer, quoi. On a quand même beaucoup de personnes à ce poste-là. Maintenant qu'on sait qu'ils vont
qu'il va pas renouveler, et c'est sûr et certain, on est fin février, faut le mettre sur le banc, surtout que ses performances sont quand même de moins en moins bonnes. Alors techniquement, il est toujours juste, hein. Moi je le trouve techniquement très juste, Kessié, contrairement à il y a encore 2 ans où techniquement c'était une catastrophe quand il était mauvais. C'est juste que le problème s'est déplacé dans le sens où il est vraiment en dilettante. J'ai l'impression qu'il est en savate sur le terrain, quoi. Quand il a le champ libre, il accélère même pas, il préfère faire une passe en retrait ou une passe sur le côté molle latéral. J'ai l'impression qu'il joue à 40% de ses capacités, mais ce qui est tout à fait logique quand tu sais que quand tu as un calendrier chargé, que tu as joué tous les matchs du Milan quand tu étais très mauvais et même quand tu étais très bon, tu as fait 60 matchs l'année dernière, et puis que tu as joué. Et puis, pardon, excusez-moi, que tu as fait la CAN il y a 1 mois et demi, avec des différences de température, et que tu as été titulaire, etc., avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, quand tu sais que tu vas partir, tu es moins motivé, que tu sois en dilettante, je suis pas choqué. Mais là, ce qui me choque, et je te rejoins MJ, c'est que Pioli, à un moment, faut faire quelque chose, quoi. Quand on voit ce que fait Kessié depuis ce début de saison, mais surtout depuis 1 ou 2 mois, à un moment, mets-le sur le banc, on passe à autre chose, et vivement Pobega, l'année prochaine. S'il a le droit de jouer, parce qu'il n'est pas interdit de penser que le Milan recrute un joueur pour mettre Pobega sur le banc, ça c'est encore tout à fait possible. On va demander à Erko quel est son mot de la fin. Bah, sincèrement, non, je n'ai pas vraiment. J'ai pas envie de vous faire un peu perdre de temps. Ah bah tu nous as tout dit en même temps. Ouais, j'ai un peu tout dit, je pense. Donc, non, non, heureusement, non, on va en rester sur cette note négative qui a été aujourd'hui et espérer revenir la semaine prochaine avec une note positive, en tout cas. Mais... Oui, avec une belle affiche à Naples. Alors, Aristide, j'imagine, va nous parler de la Ligue des Champions. Yes, tout à fait. J'attendais effectivement que toutes les compétitions soient terminées. Cette semaine, c'est fait. Alors, comme vous le savez, il y a eu la Ligue des Champions avec maintenant 3 compétitions différentes, parce qu'il y a la Conference League en plus, je crois, si je me trompe pas dans le nom. Donc en dessous de la Ligue Europa encore. Donc si on commence par la Ligue des Champions, on a effectivement, on avait 2 qualifiés qui étaient l'Inter et la Juve pour les 8e de finale. Bon, l'Inter c'est quasiment fini puisqu'ils ont perdu 2-0 contre Liverpool à San Siro après un très beau match, cela dit. Et puis la Juve a fait 1-1 face à Villarreal avec, il est vrai, beaucoup de blessés. Donc bon, en gros, il y a quand même de grandes chances. Excuse-moi, je oui. sais plus si c'était à Turin ou à Villarreal. Je crois que c'était à Villarreal, mais je suis même pas. D'accord. C'était à Villarreal. Sachant que le but à l'extérieur ne compte plus, c'est ça. donc c'est remis ça repart à 0 quoi. Hein. C'est comme si le match allait compter pour du beurre. Ouais, c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Et ouais, c'était effectivement à Villarreal avec un but de Vlahovic au bout de 32 secondes de jeu exactement. Donc au moins il a réussi ses débuts. Mais voilà, donc le plus triste, c'est qu'on est même pas certain d'avoir des clubs italiens en Ligue des Champions au prochain tour, quoi. L'Inter c'est terminé, on va dire, parce que je les vois pas remonter Liverpool 2-0. Et la Juve, ça va pas être simple. Donc on aura au maximum un représentant en Ligue des Champions. Et en Ligue d'Europa, c'est pas beaucoup mieux puisque la Lazio s'est fait sortir par Porto, je crois. Il ne reste plus que l'Atalanta qui est qualifié pour le tour suivant. Et enfin, en Conference League, il n'y a que la Roma qui a survécu, je crois, ce qui fait en gros qu'il y a 4 représentants italiens sur 3 compétitions, dont un qui est quasiment dehors, l'Inter. Donc par rapport à notre parcours l'année dernière où on n'avait pas été très loin en termes de club de Serie A, mais au moins on avait passé les phases de poule. Là, on est vraiment en régression. Sur l'indice UEFA pour cette année, j'ai vu qu'on était 6e seulement des nations par rapport aux autres nations en termes de classement de points, sachant que la France est très bien classée. Le seul point positif de ce classement, de cette 6e place, c'est que l'Allemagne a fait pire et 7e. Alors, quand on sait que l'Allemagne, c'est quand même disons, le pays avec lequel on se bat le plus depuis une dizaine d'années, maintenant que l'Espagne et l'Angleterre, la Première Ligue et la Liga se sont envolées, on se bat contre l'Allemagne depuis une dizaine d'années, donc contre la Bundesliga. Donc au moins on est devant eux, c'est quand même le seul point positif d'une campagne européenne qui risque d'être une campagne de vache maigre encore cette année pour le calcio. Malgré tous ces étrangers extraordinaires qui nous ont rejoints. Voilà, je rappelle, hein, presque tous les Italiens ont été rayés de la carte, les clubs sont composés quasi exclusivement d'étrangers, c'est le football moderne, c'est formidable, tout le monde est heureux, et on a ces résultats-là. Bon, il serait peut-être temps de se poser quelques questions, et ça fait 15 ans que ça dure, hein, parce que ça date pas d'aujourd'hui tout ça. Donc peut-être, mais enfin non, c'est un vœu pieux, excusez-moi, hein, on va continuer à marche forcée vers ce système mortifère, et nous on se donnera rendez-vous sans doute dimanche prochain pour le déplacement à Naples, on verra si on fait la coupe contre l'Inter, mais il y a peu de chance, c'est en semaine. Bon week-end à tous, salut! Ciao. Salut.